Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Clochette en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et bien sûr des pops de Ali de Catch Club. Ne nous filmez pas. On vous filmera quand même. On vous en remet. Nous aussi. Vous y attendez pas à celle-là. Bonjour Ali, bonjour les pops. On t'en remet. Je sais. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue aux épisodes spéciaux de La Clochette. On a démarré avec le plus grand show WWE de tous les temps, regardé par le monde entier de l'univers. C'était une folie carrément. André le Géant qui bat Hulk Hogan lors de Main Event numéro 1, 1988. Et depuis la semaine dernière, nous sommes à la ECW. Et c'est un plaisir, c'est un plaisir. On s'est regardé la deuxième partie de Barely Legal hier soir, enfin personnellement pour moi, toi peut-être que tu l'avais déjà en tête, vu que tu l'avais Oui, commenté, etc. je l'ai commenté, vu, revu, effectivement. Je ne l'ai pas re-regardé hier soir, je l'avoue. Ah, Mais j'avais maté le show en entier la semaine dernière, en réalité. Ah bah voilà. Non, moi honnêtement, je l'avais vraiment pas vu depuis, je pense, 5-6 ans au moins, donc ça m'a vraiment rafraîchi la mémoire. Là, on s'était gardé les main events pour cette partie, cette deuxième partie donc de la review de Barely Legal. On démarre directement avec l'une des plus grosses rivalités de 96-97, on va dire, la rivalité entre Taz et Sabu. Tu peux nous rappeler un petit peu tes souvenirs et la construction, on va dire, de cette rivalité? Alors, honnêtement, je ne me souviens plus parfaitement d'où ça part. Mhm. Mais je sais que Taz revenait de blessure, il me semble une blessure au cou, qu'il avait éloigné des rings pendant de nombreux mois et il était passé du statut de Tazmaniac. Il était un petit peu le personnage vivant du célèbre. Alors, je ne sais pas si c'est encore célèbre pour les jeunes générations, mais en tout cas pour nous, Ali, du haut de tes 10 ans et moi, du haut de mes 40, le Tazmaniac. Ah oui. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas la référence, c'est pour ça que j'appelle aujourd'hui Nikki Cross la diablesse de Tasmanie d'Écosse. Quelqu'un d'ailleurs m'a déjà une fois fait remarquer sur Twitter que la Tasmanie, c'était pas en Écosse. Merci, c'est gentil, effectivement, je le sais. Mais c'est Nikki Cross qui est écossaise, donc elle est la diablesse de Tasmanie d'Écosse. Tasmaniac, c'était un diable de Tasmanie en dessin animé. Et moi, je trouvais ce dessin animé complètement stupide. Surtout quand il y a eu sa famille. Je sais que le joueur du grenier en fait un épisode, je crois, sur le jeu et la série. Enfin bon, moi je trouve ça complètement nul. Il parle comme ça, on comprend rien. Et puis il a ce truc de tourner. Et dans le jeu vidéo, c'était comme ça que je crois qu'il attaquait ses adversaires. Bon. Et donc Taz avait eu la bonne idée, je ne sais pas d'où ça lui est venu, d'utiliser ce personnage pour lui. Donc il y avait les Tasmaniacs, ils étaient en équipe, et puis ensuite lui tout seul, Tasmaniac, et puis il se blesse, et puis il a cette, là pour le coup, bonne idée, je pense sous les conseils de Paul Heyman, de Mhm. tout changer, et de ne devenir que Taz. Taz, bien avant l'heure, avant l'explosion des mixed martial arts, des Exactement. arts martiaux mixtes, eh bien Taz est un artiste martial mixte. Donc il vient au ring en général avec une serviette du team Taz. C'est vraiment Paul Heyman qui décide de relooker Taz en combattant de MMA. Et effectivement, ça va foncièrement marcher. Donc il revient. Encore une fois, je ne sais plus trop comment. Est-ce que peut-être c'était Sabu qui l'avait blessé? J'en parlais avec notre ami Ishtou la semaine dernière qui, lui pensait à cela. En tout cas, la rivalité avec Sabu commence à naître, mais la force de la ECW, c'est qu'ils ne vont jamais se toucher. Ils ne Mhm. vont jamais entrer en interaction physique. Il va y avoir des scènes mythiques, on le verra notamment dans un des clips dans Barley Legal, où la lumière s'éteint alors que Taz, je crois, finit un match, et face à lui, Sabu, avec son geste comme ça qui, je crois, était un hommage à The Original Chic, à Son son oncle. oncle, qu'il saluait comme ça. Et donc la lumière s'éteint, Taz, enfin, puis elle se rallume, Taz est dans sa position comme ça, les bras croisés, face à lui, Sabu, qui est comme ça, le public explose, explose, ils vont foncer l'un dans l'autre et boum, la lumière s'éteint à nouveau et on ne verra pas la bagarre entre les deux. Ils vont attendre Barley Legal 97, ce qui fait que ce match est l'un des matchs les plus attendus de l'histoire, en tout cas à l'époque. Beaucoup l'ont oublié aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était le match peut-être le plus attendu de la carte. Moi, je me rappelle vite fait de mes souvenirs à l'époque que Taz en voulait énormément à Sabu parce que Sabu avait fait un no-show du côté de la ECW. Ah oui, Il était double booké en fait sur un week-end à la ECW et pour une tournée à la New Japan. Sabu avait raconté qu'il en avait parlé un petit peu avec les autres catcheurs. Les autres catcheurs lui ont dit écoute, t'as 2 semaines à la New Japan au lieu d'un show ECW, sachant que t'as un show toutes les 2-3 semaines à la ECW, va au Japon.
Donc, Sabu, malheureusement, il est allé au Japon, il a choisi ça. Il s'est fait virer en direct lors d'un show ECW Oui. par Paul Heyman. Shoot! Paul Heyman qui est venu sur le micro pour virer Sabu. Et derrière, en fait, c'est ça. C'est là que Taz s'est établi petit à petit en disant, nous, on est là, on se casse le cul pour cette fédération, alors que toi, t'as préféré aller au Japon. Et je pense que Taz, ça l'énervait quand même un petit peu parce que malgré tout, malgré le fait que lui se cassait le cul, Sabu, même quand il était pas là, ça restait Sabu la plus grande star. À ce moment-là, Sabu était une méga star. C'était une sensation, on va dire, à ce moment-là. C'était effectivement un catcheur totalement unique et quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Il était scarifié et encore, le mot est faible. Je veux dire, il aurait pu, comment dire, offrir son corps à des films d'horreur, tellement il avait des cicatrices partout, dues à certains matchs. D'ailleurs, du côté de la ECW, des matchs de barbelés, notamment un où il va s'ouvrir violemment le bras, je crois, ça pissera le sang. Bon, il a aussi connu des matchs à la FMW au Japon, également très violents. Et effectivement, Sabu, bah, on le connaîtra plus tard et on en reparlera notamment avec Wrestling Clinic et Ishtu dans le nouveau rendez-vous qui arrive très bientôt sur l'univers d'Ajus où on va revivre ensemble la ECW version WWE. Mais Sabu, c'était The Homicidal, Genocidal, Death Defying. Donc l'homicidaire, ça ne veut rien dire en français, hein, l'homme qui aime tuer, Genocidal, qui fait des génocides, Death Defying, qui défie la mort, Sabu. Et c'est vrai que ce personnage, les premières fois où on le voyait, il était attaché à une sorte de table, un petit peu comme le silence des agneaux, avec le masque, et il fallait Paul Heyman et 911, qui était un gros balèze célèbre à l'époque aussi, libérer Sabu pour le lâcher comme une bête sauvage dans le ring. Non, Sabu était exceptionnel. La tenue, le style, à ce moment-là, en fait, il était mystique. Il était mystique. C'était quelque chose que de le voir. Les deux catcheurs font leur entrée. Alors forcément, comme tu viens de le dire, moi, la première chose qui marque, c'est vraiment l'entrée de Taz. Taz avec la serviette, avec la team Taz. Ça met dans l'ambiance tout de suite. Ça lui donne une crédibilité. Et ce sont les petits détails que, comme tu as dit, Paul Heyman a dû ajouter en fait au personnage et qui changent tout. Parce que tu lui enlèves tout ça. Taz, en soi, il est quand même assez petit. Ah, Comment il dire? a pas grand-chose pour lui, si ce n'est peut-être son Exactement. visage et le fait qu'il soit capable de renfermer son visage et d'avoir un visage très dur. Mais sinon, effectivement, il est très petit, mais il a ce côté très trapu. Et à partir de là, il va devenir le roi des souplesses. Il Mhm. sera surnommé d'ailleurs The Human Suplex Machine, Taz. Et c'est vrai que il y a aussi la musique qui joue beaucoup. Bon, alors évidemment, sur le network, je ne crois pas que ce soit War. Mhm. C'était War Machine? Non, War Machine, c'était peut-être Vanda. Maintenant, j'ai un doute. Bon, mais la musique était, elle était vraiment parfaite pour Taz. Et il avait ce côté, voilà, il ne montrait pas son visage, cette serviette un peu déchirée qui lui faisait une sorte de coupe de cheveux différente, comme un boxeur ou un combattant de MMA. Et ça mettait immédiatement dans l'ambiance. Et puis, il était accompagné par Bill Alfonso, l'homme au sifflet, ancien Mhm. arbitre de la WWE, qui connaîtra une deuxième carrière en tant que manager du côté de la ECW. Yes. Donc les deux catcheurs se retrouvent dans le ring. Taz fait son entrée. Sabu, il attend même pas. Sabu, pas d'entrée, pas de musique. Il court vers le ring. Il est chaud. Le match démarre et très rapidement, Sabu qui se pète le nez lors du match. Et ça, je me dis quand même, pour un catcheur, ça doit être tellement chiant. Tu démarres le match et au bout de 2 minutes, t'as le nez pété, le visage en sang. J'imagine que quand t'as le nez pété, ça doit être gêné au niveau de la respiration. Ça ne m'est Tout à jamais fait. arrivé, heureusement, lors d'un match de catch. Mais Non. je veux dire, Ça ça doit m'est être. arrivé dans la vie, moi, pas malheureusement. Et Et c'est c'est pour ça d'ailleurs que je crois qu'il a un petit peu penché. Bon, on le voit Tu peut-être t'es pas vu battu encore? la qualité. Bah, évidemment, ouais, tu vois bien, évidemment. Donc oui, et oui, tu sais déjà, bah, sans catcher, c'est déjà chiant. Parce que Ouais. ça saigne, mais il faut pas se moucher. Bon, de toute façon, là, il allait pas sortir un mouchoir vert comme moi je le fais dans l'intimité. Beau mouchoir vert, je me mouche. Non, il allait évidemment pas se moucher, mais ouais, c'est très chiant pour respirer. C'est comme des côtes fêlées. Ça m'est arrivé aussi. Et pendant des semaines après, tu as l'impression que c'est passé, puis tout d'un coup, tu vas faire un geste et j'ose même pas imaginer comment les mecs, et Sabou le premier, parce que souvent il a ses straps, bah, en fait son corps est détruit à Sabou, hein. C'est Ouais. un miracle d'ailleurs qu'ils sont encore vivants aujourd'hui. Mais donc, je sais pas comment il fait pour continuer le match, c'est vrai. Franchement, déjà, ça, c'est relou. Mais après, comme tu as dit, son corps est détruit. Et quand tu regardes un peu un match comme ça, moi, hier soir, devant l'écran, je lui disais parfois, mais calme-toi, grand, calme-toi, arrête, arrête. Tu sautes à droite, tu ressautes à gauche, tu cours comme ça, tu glisses, tu montes sur la troisième corde, tu passes à travers une table, tu te jettes sur. Sabou, il prend le risque de 10 matchs en un match à chaque fois, mais c'était Sabou.
C'était ça la gimmick en fait. Tout à fait, mais c'est un petit peu comme ce que j'évoquais par rapport aux femmes la semaine dernière dans l'épisode précédent. Sabu, c'est un peu le mauvais exemple. Il va influencer beaucoup, beaucoup de superstars, beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Il va créer énormément, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est connu aussi pour botcher, pour louper moult prises, parce qu'il les créait en réalité. Personne ne Mm. faisait beaucoup de ses sauts. Il avait son triple jump moonsault, où il sautait du ring sur une chaise, puis sur les cordes, avant de sauter sur son adversaire en moonsault. Il avait le Arabian Facebuster où il utilisait une chaise qu'il mettait sous ses jambes en plein saut pour écraser son adversaire. Enfin, il avait plein de prises qui n'existaient pas avant lui. Sabu et Rey Mysterio, c'était un petit peu les deux innovateurs des années 90 qui vont, mine de rien, influencer beaucoup, beaucoup de catcheurs qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a connus depuis eux. Ouais, non, c'est exactement ça. À ce moment-là, quand tu regardes ces matchs, tu découvres des choses, mais même des petites choses très simples. À un moment, Sabo, pour faire une leg drop, il saute sur la deuxième corde, il fait une somersault leg drop. Mais vraiment comme si de rien n'était. Il ajoute en fait de la beauté à tous ses mouvements. Le fait que tout devienne Arabian, bien entendu, dès qu'il utilise une chaise. Enfin, Ça, c'était c'est un la force style. de Joey Styles aussi. Ouais, Joey ouais. Styles qui rajoute, c'est comme Les la Tasplex, Tasplex, voilà. exactement, et Arabian, quoi que ce soit, quand Sabu fait quelque chose. Alors, Joey Styles qui est énorme lors des commentaires. J'ai pris quelques notes parce qu'au final, le match, en gros, c'est on se démolit. On se démolit pendant une vingtaine de minutes. Sabu, qui à la fin du match est en mauvaise posture, mais d'un coup, il a un dernier réveil. Donc, il essaye justement de porter les prises de Taz à Taz. Il commence avec une ou deux Tazplex. Il enchaîne avec la fameuse Taz Mission, le kata Hajime, bien entendu. Joey Styles qui s'énerve. Mais Taz, au final, était trop fort. En fait, Taz a été vraiment vendu à Barely Legal comme quelqu'un qui était en pleine ascension à ce moment-là, et cette victoire l'a énormément aidé face à Sabu. Donc au final, Taz se reprend, il enchaîne avec deux, trois souplesses différentes, le Taz Mission, et Sabu ne peut même pas abandonner, il tombe dans les pommes à la fin du match. Je sais que ce match dans ECW, The Rise and Fall of ECW, Taz en parle beaucoup en disant que pour lui, et pour les deux apparemment, ça avait un petit peu été un affront que de ne pas être le main event du show. Ils sentaient qu'apparemment leur rivalité méritait que d'être le main event de Barely Legal, et quand ils se sont fait voler la vedette par le match avec Terry Funk, etc., Taz n'avait pas apprécié. Donc bon, ils ont essayé un petit peu de nous montrer ce qu'il valait dans ce match. Moi, je trouve que c'est bien fait, mais ce qui est intéressant surtout, c'est l'angle post-match, en fait. Bah, moi, je vais revenir, avant de te laisser résumer l'angle post-match, quand même sur le match qui, pour moi, avait été une déception quand je l'avais Mm. découvert pour la première fois. Je trouvais que C'est-à-dire que moi, je connaissais Taz avant. J'avais vu d'autres pay-per-view avant Barley Legal. J'en ai déjà parlé, November to Remember par exemple. Et donc, j'avais beaucoup vu Taz dans des matchs très rapides, très courts. Ils avaient beaucoup fait ça jusqu'à ce que Taz soit pushé pour le titre TV dans un premier temps, puis le titre poids lourd ensuite, ou le contraire. En tout cas, tant qu'il ne sera pas en course pour les titres, il avait souvent ce qu'on appelle des squash, des matchs extrêmement rapides, voire même parfois pas de match du tout, quoi. C'est-à-dire, il arrivait, Kata Hajime et Taz Mission, c'était fini, ou une T-Bone Tazplex et Taz Mission, et c'était terminé. Et là, de le voir dans un match plus long, pareil pour Sabu, que j'avais vu dans des matchs plus longs, mais face à des Rob Van Dam, face à d'autres catcheurs un petit peu, ou des Dog Furnace, ou Phil Lafont en équipe avec Rob Van Dam, j'avais été un petit peu déçu du faux rythme de ce match. Et d'ailleurs, je crois que le public était un petit peu, mais je pense que peut-être que le match précédent joue aussi à ça. Shane Douglas, Pitbull 2, qui n'était pas un chef-d'œuvre, on l'a dit dans l'épisode précédent, Mhm. peut-être qu'il avait un petit peu cassé le public et qu'il n'était plus autant à fond. Parce que je prends cet exemple qu'on cite beaucoup finalement depuis le début de la cloche et de la clochette, c'est ce Hogan Sting de Starrcade 97. Sabu Taz, c'est évidemment pas autant qu'un Sting Hogan qui vraiment faisait trembler d'impatience tout l'univers du catch dans le monde, du Japon aux États-Unis, mais tous les fans du circuit indépendant attendaient ce Sabu Taz et j'ai l'impression que quoi qu'ils aient fait, on aurait été déçus parce Mhm. que vraiment on attendait trop de ce match. Ouais, ça je suis d'accord. Et ça se ressent un petit peu à la fin du match que le public est un petit peu moins à fond dedans. C'est vrai que là où on est dans la phase où normalement tout le monde aurait commencé à gueuler et se hyper, je sais pas pourquoi le public était un petit peu mort à ce moment-là, donc c'est assez étonnant. Par contre, donc Taz remporte le match, les deux catcheurs se relèvent, et là il se passe ce qu'on n'attendait pas du tout. Taz veut serrer la main de Sabu au final, car il lui dit écoute, ne crois pas que je t'aime ou quoi que ce soit, mais je te respecte. Malgré tout, je te respecte car tu viens de me donner potentiellement le match le plus difficile de ma carrière.
Taz va serrer la main à Sabu et Sabu, c'est un nounours. Il veut pas lui serrer la main, Sabu, il veut un câlin, Sabu. Donc Sabu prend Taz dans ses bras, il commence à lui parler, mais en fait, il le garde dans ses bras parce que pendant ce temps, par derrière, nous avons l'arrivée de RVD, Rob Van Dam, qui vient attaquer Taz par derrière. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe. Pour info, à ce moment-là, Sabu et Rob Van Dam formaient déjà une équipe à la ECW, et il faut comprendre qu'il y a un lien particulier, hein. Là, ils sont pas en équipe par hasard. Rob Van Dam a été entraîné également par l'oncle de Sabu à la base. Donc ces deux-là se connaissent depuis des années. Et ils se Euh, sont même entraînés ensemble, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Sabu et Rob Van Dam disent souvent que ils étaient presque plus entraînés chacun par l'autre que vraiment par The Original Chic, qui leur a évidemment appris les bases et appris ce qui, mine de rien, est quand même très important pour Sabu. C'est-à-dire, on pourrait imaginer pour un catcheur comme ça que toutes ces règles à l'ancienne soient oubliées, mais pas du tout. Sabu est quelqu'un qui sait super bien vendre et qui a vraiment ce côté à l'ancienne, mais qui a par contre pas du tout le less is more, c'est-à-dire ouais. en faire moins pour en faire plus. Non, lui, c'est toujours en faire trop. Et par contre, Rob Van Dam raconte souvent, et Sabu aussi, les rares fois où il a parlé, où il a fait des interviews, comment ils attendaient que les Original Chic quittent la salle d'entraînement pour monter sur les cordes. Parce qu'évidemment, les Original Chic, si un jour vous avez le bonheur ou le malheur, en quelque sorte, de voir un de ces matchs, vous verrez que le mec décolle pas les pieds du sol. Il venait avec une fourchette dans le ring, et c'était coup de fourchette, c'est tout. Il y avait coup de poing, coup de pied. Le gars savait évidemment faire autre chose, mais ce personnage-là lui a ramené énormément d'argent, donc il n'avait pas besoin de faire autre chose. Mais jamais il ne serait monté sur la troisième corde. Et ses deux principaux élèves, c'est Sabu, Rob Van Dam, deux des plus grands high flyers des années 90 et pour beaucoup peut-être même de tous les temps. Exactement. Donc, Rob Van Dam vient attaquer Taz. Sabu fait un petit peu le mec surpris. On se demande que va faire Sabu. Je veux dire, il y a son coéquipier d'un côté, mais il y a Taz qui vient de lui serrer la main. Il vient d'avoir un câlin. C'est un grand moment quand même à la ECW. Donc, Van Dam, d'un coup, Taz se relève. Il tient Rob Van Dam comme ça pour lui porter une souplesse. Sabu s'avance vers les deux catcheurs. On pense qu'il va frapper Rob Van Dam, mais au final, il frappe Taz. Et là, nous avons Sabu et Rob Van Dam qui commencent à frapper Taz tous les deux. Et on a limite la plus grande pop du match. C'est là que le public se réveille. C'est après le match, quand Sabu et Taz commencent à attaquer. Enfin, quand Sabu et Rob Van Dam commencent à attaquer Taz. Et là, nous avons ce heel turn de Bill Alfonso Fonzi qui retire de son t-shirt Taz pour nous révéler un t-shirt Sabu. Ouais, ouais, Pardon, je voulais vas-y. dire que c'était un des mouvements, un des moments fondateurs d'un des plus grands trios des Ouais. années 90. Bill Alfonso, Sabu, Rob Van Dam, ça va donner des segments exceptionnels en vestiaire parce que bah, Sabu parle pas. Et puis Rob Van Dam se met toujours en avant. Et puis au milieu, tu as Bill Alfonso qui essaye de garder un peu le calme et qui hurle et qui siffle dans son sifflet. C'est vraiment des moments. Et puis après, ça va former une équipe qui est déjà formée, mais encore plus légendaire. Ils vont avoir les titres, ils vont affronter Akushi et Hayabusa à Heatwave 98. Enfin bon, c'est vraiment effectivement cet après-match va nous offrir des grands moments et c'est typique de la ECW. Une histoire s'arrête et dès l'après-match, Ouais. tu as un nouveau chapitre et une nouvelle histoire qui commence. Ça, c'est vraiment le truc typique de la ECW. Ouais, ça manque parfois de temps en temps. Je sens souvent des shows ou des pay-per-view où tu attends justement quelque chose à la fin. Tu attends des débuts où enfin il faut lancer la prochaine rivalité. Là, la ECW savait parfaitement le faire. Donc Sabu et Rob Van Dam qui commencent à s'en prendre à Taz et Bill Alfonso qui explique. Il fait Taz ce soir, tu m'as fait perdre énormément d'argent parce que moi j'avais misé tout mon argent sur Sabu. Donc à cause de toi maintenant je suis pauvre et en plus tu m'écoutes pas, tu fais ci, tu fais ça. Alors que là j'ai deux superstars avec moi, j'ai deux superstars, on va s'unir, on va tout dominer. Et derrière, on a encore une fois ce Rob Van Dam qui lance un petit message en disant écoutez, maintenant c'est Bill Alfonso qui gère pour moi. Si jamais vous voulez quoi que ce soit, il a mon numéro. Et sachez que j'adore travailler les lundis soirs. Donc Rob Van Dam qui lance un petit message aux autres fédérations parce que Ouais, justement, c'est quelques semaines après en fait. et moi, enfin oui, ce célèbre I love to work Mondays avec ce petit Exact. sourire à pleines dents et c'est de là que viendra son surnom de Mr. Monday Night, Rob Mhm. Van Dam, parce que il prétendait qu'il allait très rapidement signer à la WWE ou à la WCW. Il faut savoir que lors de son match, en fait, à Van Damme, Landstorm, dont on a parlé lors de la première partie, si vous regardez le show sur le network, vous pouvez voir que le public scande You sold out à Rob Van Damme. Ce qu'honnêtement, je n'avais pas trop compris la semaine dernière, sachant qu'à ce moment-là, il n'était pas encore apparu à WWF. J'ai fait des recherches un peu plus approfondies, on va dire, ce week-end, sur Reddit, etc., vraiment les forums à l'ancienne.
Et ils ont expliqué que juste avant Barely Legal, Rob Van Dam était apparu dans les vestiaires d'un show Nitro. Et donc ça avait fait le Hmm. tour des médias à ce moment-là. Par la suite, il avait expliqué qu'il était simplement venu voir des amis. Tu peux dire que sûrement il savait que ça allait faire le buzz également à ce Bien moment-là. sûr. Bien sûr, donc Van Damme en fait s'était simplement rendu à Nitro pour visiter quelques amis, voir des amis catcheurs, mais c'est pour ça que le public scandait You Sold Out lors de Barely Legal, car eux ils pensaient que Van Damme avait déjà signé avec la WCW. Or, 2 semaines plus tard, il y aura l'invasion à la WWF. Donc c'était la WCW qui jouait vraiment très très bien à ce moment-là avec les fans, sachant que ben c'est toi qui donnes les infos aux fans à ce moment-là, car il n'y a pas encore tous ces réseaux que nous avons actuellement qui font un petit peu que malheureusement parfois ça gâche les surprises. Non, mais Internet existait évidemment. J'avais Internet, mais très très peu de sites existaient déjà. Je suis même pas sûr que le Wrestling Observer avait déjà un site Internet. Par contre, ceux qui aiment les sites de news anglais connaissent certainement OneWrestling.com. OneWrestling.com existait. Il était sous le nom de Prodigy à l'époque, ce qui fait que un jour j'en parlais à l'école et quelqu'un se retourne, ah Prodigy, c'est trop classe et tout. Putain, t'es fan? Et non, là on parlait du groupe de musique. Bah oui. Eh oui, qui est forcément plus célèbre que le site internet. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte, c'est pour ça qu'après ils sont devenus onewrestling.com, qui ensuite s'est séparé et est devenu Pro Wrestling Insider. Enfin, ils sont séparés les équipes. Quoi qu'il en soit, à l'époque par contre, tu pouvais, si tu avais AOL, ce qui était le cas de beaucoup de gens aux États-Unis et pas mal de gens en Europe, c'était pas le moins cher, mais c'était quand même le plus cool, bah, discuter, interagir directement avec les gars de la ECW qui pour beaucoup avaient AOL et sur Internet, leur pseudo, parce que c'était un petit peu comme Facebook et Messenger. Tu avais AOL et tu avais ton pseudo. Moi, c'était AWN 2000, par exemple. Alain, c'était Ishtu, euh, ainsi de suite. Et sur les quelques sites qui existaient, tu avais les pseudos des gars de la ECW. Donc, moi, j'avais pu discuter quelquefois avec Chris Candido, avec les Dudley Boys. Et tu pouvais leur demander des entrevues. J'en avais fait pour AWN, la newsletter. Bon, évidemment, on passait pas des heures. Et puis, je parlais pas encore très, très bien anglais. Mais tu pouvais interagir avec eux. Ce qui était quand même assez ouf, quoi. Une certaine proximité avant Twitter, etc., quoi, on va dire. Tout à fait. Ouais, c'est fou. Donc, on enchaîne avec quelques petites vidéos. On a notamment une vidéo de Raven qui nous explique pourquoi est-ce qu'il va remporter le match. Parce que nous avons 10% des fans qui sont là pour lui, qui sont là pour le voir faire son entrée, pour entendre sa musique. Draven qui est, comment dire, au top de son art peut-être dans ces années-là, on va dire, hein, la fin des années 90. C'est le moment où le personnage de Raven à la ECW est incroyable, il est crédible, il est bien fait. Je veux dire, il y a un certain visuel. À partir des années 2000, Raven va totalement changer de style petit à petit. Mais le Raven de fin des années 90, il est magnifique niveau personnage. Paul Heyman, disait souvent, ce gars-là, c'est une star quand tu le regardes. Je veux dire ça. C'est vrai que c'était une star, mais une star ECW. Oui, et encore, bon, je dirais une star, c'est pas tout à fait, mais il collait encore une fois parfaitement à l'époque. Il était grunge au moment où le grunge était la musique la plus célèbre au monde, avec Nirvana notamment. Il avait totalement ce look, et c'est encore une fois la force à la fois de Raven et de Paul A. Paul E, comme on l'appelle, parce qu'il s'appelait à la WCW Paul E. Dangerously. Ensuite, ça deviendra Paul Heyman. Enfin, c'est son vrai nom, mais pendant longtemps, vous entendez souvent les chants Paul E, ou Thank you, Paul. Et c'est que bien plus tard que les gens l'appelleront Paul Heyman, comme on l'appelle aujourd'hui de son vrai nom. Mais à la base, Raven, il vient de la WWE et il était Johnny Polo, un gars qui se promenait avec, bah justement, comment on appelle ça, un truc de polo. Ouais, les espèces de C'est quoi marteaux, là. Ouais, une canne, enfin, une canne de polo. Salut Polo, si tu nous écoutes. Et ça n'avait rien à voir, quoi. Mais quand il est arrivé à la ECW, ils ont créé ce personnage grunge dépressif qui aurait été malmené en camp de vacances par un certain Tommy Dreamer. C'est de là que débutera cette rivalité parce que soi-disant ils allaient au même centre aéré quand ils étaient jeunes et Raven était laissé de côté et il était mal vu par Tommy Dreamer et ses camarades et c'est pour ça que ses parents ont divorcé. Enfin voilà, il y avait tout ce personnage autour qui était extrêmement bien construit. C'était aussi la force de Paul Heyman, c'était de créer un background à tous Mhm. ces personnages finalement. Et donc, effectivement, Raven, là, était au sommet de son art et de sa forme. Je crois qu'il citait Allan Poe, Edgar Allan Poe, quote The Raven Nevermore, Nevermore, je crois que c'est du Edgar Allan Poe. Donc, enfin, voilà, il y avait en plus du fond. Mhm. Il y avait du fond. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petit, encore une fois, quand j'avais 10 ans, quand j'ai découvert
que Johnny Polo, le manager des Quebecers que j'avais vu en 94, était en fait Raven. C'est vrai que c'est des trucs que quand tu découvres, tu dis mais what? C'est ouf quoi le changement entre les deux personnages. Petite précision, donc à ce moment-là, Joey Styles pour le main event, il est rejoint par la légende, l'incroyable Beulah McGillicuddy, accompagné par Tommy Dreamer. Et Ah, la légende Beulah, d'accord, ok. Beulah et Tommy Dreamer, bien entendu, qui rejoignent Joey Styles pour le main event, car là, on va passer à un match à 3. Sandman contre Big Stevie Cool, contre Terry Funk. Terry Funk, à ce moment-là, qui est une légende. Et la ECW a raconté toute une histoire autour de lui en expliquant qu'en fait, c'est sa dernière chance. C'est son dernier run. C'est la dernière... 53 ans. 53 ans. 53-year-old. Parce qu'il y a un magnifique clip en amont dans le show, je ne sais plus exactement à quel endroit ce clip, mais on le voit aller sur la tombe de son père, Dory Funk Senior, qui était promoteur dans le Texas, à Amarillo, là où résidait à l'époque la famille Funk, dans le Double Cross Ranch, Amarillo, Texas. Le père de Terry Funk. Moi, encore une fois, j'ai pas lu beaucoup de biographies, mais j'ai lu celle de Terry Funk, qui est vraiment très intéressante, Okay. justement sur ces années ECW, où il donne beaucoup de crédit à Atsushi Onita, à la FMW, dont Paul Heyman s'est énormément inspiré. Mais Terry Funk raconte comment, justement, son papa était promoteur de lutte, de catch. Il était au lycée avec Dusty Rhodes. Donc Okay. les mecs étaient au lycée ensemble. Puis il avait son grand frère Dory Funk Jr. qui a été et qui encore qui a été par exemple le prof des Hardy Boys. Matt et Jeff Hardy ont appris à l'école de Dory Funk et à cette époque-là, il était déjà vieux, très vieux. Dory Funk plus vieux que Terry Funk et catchait encore. Et il catchera encore quelques années derrière. Mais bon, tous les deux champions NWA, champions du monde NWA, des grands combattants. Terry Funk, on peut vous conseiller notamment Terry Funk contre Ric Flair, 90, je crois, ou 11, je sais plus, mais Terry Funk avait déjà pris une retraite. Alors Terry Funk, faut aussi préciser, c'est l'un des catcheurs qui a pris le plus de retraites de sa vie. Dès 79, je crois, il a une énorme promo au Japon où il dit You're gonna be number one in my heart forever, forever, forever. Il chiale de tristesse, il est aux côtés de son frère, il venait de faire leur dernier match en équipe, il était censé prendre sa retraite, finalement il reviendra. Quand il a cette feud avec Ric Flair, il était un juge pendant que Ric Flair, je crois, bat Ricky Steamboat pour leur dernier combat, c'est peut-être en 89, donc c'est peut-être en 89 pour le dernier de la trilogie. Et finalement, un peu comme à la ECW, le match s'arrête. Flair fait une interview, Funk vient le féliciter, puis finalement il se vénère et il lui fait passer à travers une table sur un pile driver, moment mythique de l'histoire. Enfin bon, voilà, Terry Funk, beaucoup de retraites, mais surtout cette petite promo où il va sur la tombe de son père pour lui dire voilà, 53 ans, papa, je vais aller chercher mon dernier titre mondial. Et dans l'immense reportage Beyond the Mat, on voit le speech de Paul Heyman d'avant-show qui motive les catcheurs et qui leur dit remercions aussi Terry Funk qui, en cette période extrêmement égoïste, a décidé de ne pas être égoïste, a décidé de se sacrifier pour nous donner une crédibilité, pour vous donner une crédibilité. Alors merci à Terry Funk et voilà, maintenant donnez tout, quoi. Ouais. Donc, Terry Funk, à ce moment-là, bien entendu, est le mentor de Tommy Dreamer. Donc, pourquoi j'ai précisé que Tommy Dreamer, en fait, a rejoint la table des commentaires? C'est parce que Tommy Dreamer précise que c'est lui qui devait être à la base dans le main event, mais il a donné sa place à Terry Funk parce que c'est sa dernière chance. Et donc, il voulait absolument voir Terry pouvoir accomplir son rêve, on va dire, justement pour Terry, mais son père également. Donc, les trois catcheurs font leur entrée, bien entendu, Big Stevie Cool. On n'a pas Et précisé qui étaient les trois personnes impliquées dans le prochain match. On n'a même pas dit que c'était ce qu'on appelait à l'époque un three-way dance. yes. Parce que maintenant, on connaît les combats triple menace qui n'existaient absolument pas à l'époque. C'est vraiment à la ECW, à ma connaissance, parce que évidemment, il y avait plein de fédérations indie que je ne connaissais pas, mais je n'avais jamais vu de combat de triple menace avant de m'intéresser à la ECW. Et à l'époque, on n'appelait pas ça triple threat, mais three-way dance. C'était une danse à trois. Et l'un des plus célèbres, c'est Sabu, Shane Douglas et Terry Funk, je crois, à l'issue duquel ils avaient fait une promo à la télévision et Joey Styles avait dit le catch est de retour aux États-Unis. Wrestling is back in the United States. Yes. Donc là, nous avons donc Sandman, Stevie Richards et Terry Funk. Sandman, bon, pour commencer avec Stevie Richards, lui, c'est un des jeuneaux à ce moment-là de la ECW. Il est dans la BWO. Il était plutôt, on va dire,
catcheur humoristique et à côté de ça, le laquais de Raven, souvent à la ECW. Tout à fait. Mais c'était quelqu'un de très athlétique, une bonne gueule, franchement, bonne gueule. Très en vue, Stevie Richards à cette époque-là. C'était Ouais. pour beaucoup le futur du catch, hein. Hmm. C'était un petit peu le nouveau Shawn Michaels. Les gens attendaient avec impatience le moment où il allait signer soit la WWE, soit la WCW. Ça sera cette dernière. Et il va rien faire du tout à la WCW. Je crois qu'il va se briser le cou aussi à un moment qui va un petit peu ralentir sa carrière, il me semble. Mais Stevie Richards était extrêmement, c'était vraiment le jeune qui montait et dont tout le monde disait que du bien. Et il était leader, tu disais, de la BWO, qui était en fait une parodie de la NWO, New World Order, et là, la BWO de Blue World Order, ils étaient tous en bleu. Et vous aviez le Blue Mini qui était de Blue Guy, et il faisait Razor Ramon, il faisait Scott Hall, quoi. Vous aviez Nova. Hollywood Nova, Ouais. Nova qui sera à la WWE. Sous le Ah nom de mince, Simon Dean. Simon Dean, voilà le coach sportif. Vous aviez Thomas Rodman, alors je me souviens plus qui interprétait Thomas Rodman, et Seven Eleven, qui était une parodie de sexe, qui, je crois, était représenté par Rob Feinstein, qui était Ah bon? le grand, ouais, c'est lui qui filmait, Oui, qui avait la célèbre truc de vidéo, RF bien vidéo, sûr. et qui tombera pour de sales histoires, hein. Notre ami Oui. RF, on ne le salue pas, hein, ce petit saligo. Pas du tout même. Ben, Stevie Richards, ce qui est un petit peu triste, c'est qu'au final, il a eu une chance. La première chance dont moi je me souviens, c'était la WWF, parce que ça, c'était diffusé sur Canal début des années 2000, mais il faisait partie de la Right to Censor. Right to Censor. Non, mais il Euh, était à la VCV avant, hein. Il était bah, à à la ça, je l'avais Ravensflock. jamais vu. Je veux Il dire. était dans le gang de Raven. Ah oui, si, à la fin des années 90, il est parti Ah du ouais? Ravensflock, mais on lui avait jamais donné de grandes chances, c'est vrai. Ah Par non. contre, là-bas, non, jamais. Ça faisait pas partie des membres qui avaient été mis en avant à la WCW. Et ensuite, oui, il y a eu ce passage RTC à la WWF, qui était une gimmick. Ben, c'était pas ce qu'il fallait forcément lui donner à ce moment-là, mais bon, c'était une gimmick. Il a gagné de l'argent, il a pu vivre, c'est ce qui compte. Petit détail que moi, ça me fait toujours marrer, mais c'est pour vous expliquer le personnage du Sandman. Je sais que certaines personnes qui vont voir le Sandman des années après vont peut-être se dire c'est quoi ça? Mais moi, je t'avoue qu'hier soir, je regardais la vidéo et je le trouvais quand même trop cool, ce type, quoi. Bah, ça nous donne, et à moi et à vous, amis spectateurs, beaucoup d'indications sur la tristesse de la vie de notre cher Ali. Il trouve le Sandman cool, surtout, mais allez-y, c'est sur le network, hein. Évidemment, on ne le précise pas à chaque fois, mais 99% des choses dont on vous parle, parfois, évidemment, on fait des digressions, et les choses, la FMW n'est pas sur le WWE Network, évidemment. Mais là, on vous parle de Barley Legal ou The Main Event, je sais que certains ont eu du mal à le trouver sur le WWE Network. Quoi qu'il en soit, bon, ce show est sur le network, vous allez voir ce que Ali trouve cool. Alors, je m'explique. Oui, vas-y, oui, oui, on attend que ça. C'est Là, t'es jugé, et là, je peux bon, te dire que t'es là, jugé. malheureusement, il n'y a pas sa musique, donc en plus, ça enlève sa musique d'entrée. Mais je veux dire, c'est ce fait que quand il rentre, bah, il est vraiment adulé. Et tu sens qu'il sait qu'il est adulé. Il faut savoir que Sandman, lui, à ce moment-là, c'est déjà un très gros main eventer de la fédération. Il a déjà remporté le titre plusieurs fois. Et oui, non, il en a rien à foutre. Il arrive avec sa canne, il arrive avec ses clopes, clope au bec. Et il boit 3 bières en 5 minutes avant même que le match n'ait démarré, en mode cul sec, à la Sandman, ce que je n'arrive absolument pas à faire et je ne comprends pas comment les gens font, où tu bois la bière comme ça, tu ouvres la gorge et tu ouvres ta glotte, donc Ouais, apparemment, ce qui fait que c'est ouais. super compliqué à faire. Moi, Sans... j'arrive pas, hein. Ah, moi non plus, C'est. moi non plus. Mais Sandman qui, oui, enfin, il est adoré à ce moment-là. Et malgré le tout, malgré le fait qu'honnêtement, il est bourré, qu'on imagine qu'il a dû faire des choses avant dans les vestiaires ou quoi que ce soit, il n'est pas aussi dépravé qu'on pourrait le penser. Surtout à cette époque-là, Sandman, il monte sur la troisième corde. Sandman, quand il faut, Non, il mais va il fait nimp. Il fait n'importe, mais il le Oui, fait quand ah bah même. voilà, non, mais bien sûr. Ouais, moi aussi, je monte sur la troisième corde, mais après, je me pète le cou. Bon, lui, évidemment, il se le pète pas. Il est à bière, enfin, bière sous intraveineuse. Déjà, tu sens beaucoup moins la douleur. Non, mais il fait n'importe quoi. Et c'est. Après, je te dis pas que quand j'étais adolescent, je le trouvais pas cool aussi, parce qu'effectivement, la musique Hunter Sandman, reprise par tout le public, on en a déjà parlé, évidemment, dans la cloche et la clochette. Ce personnage, j'en ai rien à foutre. Oui, quand t'es vieil adolescent, c'est un peu ouais, rock'n'roll, le Sandman, ouais. Mais bon, après, il y a des purges, hein, franchement. Dans les shows suivants, quand il y aura des matchs, il y a un TLC, je crois, contre Sabu, où ils sont
tous les deux défoncés. Je vois exactement. C'est botch sur botch sur botch. Quand je l'ai vu la première fois quand j'étais jeune, oh putain, c'est match de fou quoi. C'est un peu comme les Samoa Joe contre l'autre là, celui qui a joué dans The Wrestler, Necro Oui, Butcher. Necro Butcher. Quand tu les vois la première fois et que t'es jeune, tu dis oh purée, mais avec le recul, tu te dis. Enfin bon. Donc voilà, le Sandman. Le Bravo. Sandman, en tout cas, il est adoré par la foule. Et donc, Et le, toi? ma- et moi, et ben, tu te rends compte, parce que moi, ce que j'aime avec ce type, c'est qu'en fait, c'est pas, comme tu l'as dit, le top catcher, mais il se débrouille à sa manière dans le ring, en prenant des risques que les gens normaux ne vont clairement pas oser prendre. Et surtout, au final, bah, il blesse personne, alors qu'il tente des trucs, mais de malade, que comme tu as dit, il ne devrait jamais tenter ou jamais faire. Notamment Ah, si... il blesse personne. Il a ce lancer de poubelle qui arrive Ah, directement dans le crâne oh de là Terry là. Funk, qui est un des lancers de poubelle les plus mythiques de l'histoire du catch. Assez incroyable. Il le Mais fait bon, après. deux fois dans ce match. D'abord, une première fois, je crois, avec une échelle, où il jette une échelle dans le ring et elle tombe sur Funk, ou c'était une chaise. Et la deuxième fois, il repart et il revient avec cette poubelle. Une poubelle dans un cercle en acier. Genre, c'était particulier. Mais il la jette dans le ring. Et elle tombe mais tellement violemment sur Funk que tu peux voir Funk qui même lui se retourne un peu. Genre, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire, gros, là? Attendez, on est dans un match, qu'est-ce que tu fais? Mais ça n'arrête pas le match, les catcheurs continuent, ils se mettent vraiment une grosse prise de risque. Par contre, comme tu l'as dit, Sandman fait un peu nimp, ce qui fait que une fois sur trois, ce qu'il va faire est plus ou moins un botch, il faut l'avouer. Mais Der- c'est... Dernière chose avant de juste poursuivre sur le match, je le dis, je crois, dans les commentaires du DVD, dont beaucoup ont fait référence dans les commentaires du premier opus, de cette clochette en deux parties. Euh, L'entrée de Terry Funk dans ce show-là, elle est l'une des plus belles entrées de l'histoire, presque, en tout cas pour moi. Malheureusement, sur le DVD de la WWE, elle l'est pas du tout, parce qu'ils ont changé le son. Parce Mhm. qu'en réalité, Terry Funk entre ce soir-là au son de Desperado des Eagles. Donc une musique tellement douce. Desperado, why don't you come to your senses? Ça raconte l'histoire d'un vieux cow-boy qui continue à être cow-boy. Enfin bon, voilà, je connais pas l'histoire par cœur de la chanson, mais elle va trop bien à Terry Funk, quoi. Et elle est tellement belle l'entrée et la présentation du présentateur de la ECW est tellement belle qu'elle est utilisée justement dans Beyond the Mat. Quand Funk Mhm. arrive pour son dernier match, soi-disant son match de retraite à Amarillo, Texas contre Bret Hart, dans un show spécial arbitré par le voisin de Terry Funk qui, s'il n'est pas booké, il vient pas. Donc, Trampoline Man. exactement. Si vous n'avez jamais vu ce reportage, celui-là n'est malheureusement pas sur Network, mais on vous le conseille vraiment à fond. Je crois qu'il est en plus, si je ne me trompe pas, sur Dailymotion, je crois. Mais enfin, il ne doit pas être trop dur à trouver. Beyond the Mat. On en a déjà parlé, on en reparlera très certainement. Et dans ce truc-là, ils ont fait un montage entre l'entrée de Barley Legal et son entrée à Amarillo, Texas. Et vraiment, la présentation from the Double Cross Ranch, Amarillo, Texas, the living legend, Terry Funk. Enfin, moi, ça me donne la chair de poule à chaque fois, en plus, avec Desperado, qui, depuis cette soirée de Barley Eagle, c'est une de mes chansons préférées. Les fans de Seinfeld, d'ailleurs, reconnaîtront aussi un épisode où un ami d'Hélène, et dès qu'il entend cette chanson, il part en transe. Il bouge plus, il dit plus rien, et ça choque Hélène. Et voilà, bon, ça on s'en fout, c'est petite référence pour les malheureusement trop peu nombreux fans de Seinfeld. Mais voilà, entrée mythique de Terry Funk que je vous conseille d'essayer de choper au moins une fois en dehors du network, juste pour avoir Desperado avec et le vrai son du présentateur, quoi. Parce que je crois que sur le DVD, Shiro se fout de ma gueule. Parce que Mhm. 2 minutes avant, je dis attention l'entrée de Funk, attention l'entrée de Funk, vous allez voir, vous allez voir. Et finalement, elle est toute pourrave l'entrée de Funk et Shiro il fait alors, et l'entrée de Funk, ah non, et l'entrée. Merci Philippe. Les trois catcheurs, donc comme on vous l'a dit, se mettent très cher pendant une vingtaine de minutes. Puis vers la fin du match, en fait, Terry Funk et Sandman commencent à s'acharner sur Stevie Richards. On va dire que Stevie Richards, déjà pour lui, c'était énorme que d'être dans un main event avec ces deux catcheurs. C'est celui qui prend cher dans le match, bien entendu. Forcément, c'est le petit jeune. Et Stevie Richards, quand même, qui, avec son Big Stevie Kick, évidemment inspiré un peu de Shawn Michaels, lui qui représentait d'ailleurs Kevin Nash dans le Blue World Order, on ne l'a pas dit, mais tu t'as dit son surnom tout à l'heure, mais va quand même un petit peu, peut-être beaucoup, je ne sais pas, faudrait leur demander, mais influencer beaucoup des mecs d'aujourd'hui Mhm. qui mettent des super kicks à tout va.
Stevie Richards est un des premiers à utiliser le super kick, pas qu'en finisher, quoi. Il va porter des super kicks plusieurs fois dans les matchs, quoi. Ce qui ne C'est se vrai, faisait pas du tout à l'époque. c'est vrai. Donc Stevie Richards, au final, se fait éliminer par Terry Funk et Sandman qui le couvrent à deux. Donc on se retrouve avec les deux catcheurs face à face dans le ring. Il faut préciser que Terry Funk nous lâche à la fin du match deux moonsaults. D'abord, il y en a un du haut d'une échelle. J'ai envie de dire 2 tentatives de Deux moonsault parce qu'il il se jette à Alors l'envers, il retombe. le premier du haut de l'échelle, honnêtement, est respectable. OK. Le premier du haut de l'échelle est vraiment respectable. Le deuxième, oui, comme tu l'as dit, c'est des semi-moonsaults. Bah, C'est il des... faut dire qu'il a 53 ans. Ouais. Encore une fois, référence Beyond the Mat. Quelques semaines avant ça, il promet à sa fille qui se marie, le mariage est filmé en partie, à sa femme qu'il va arrêter. Parce qu'il n'en peut plus, il a 53 ans. Il faut savoir que, je crois, la semaine dernière, il catchait encore, hein, Terry Funk. Donc on est en 2020. Là, c'est en 97, donc 13 ans plus tard. Il catch. Non, qu'est-ce que je raconte? 23. 23 ans plus tard, bien sûr. 23 ans plus tard, il catch encore parfois. Bon, on s'en fiche de ça. Mais il a 53 ans. Il promet à sa femme et à sa fille d'arrêter. Et il va voir un médecin pour ses jambes. Parce que vous le voyez marcher, le mec, il a cette démarche des rases-moquettes d'un enfant qui a une couche trop grosse pour lui et il se dandine comme ça, comme un gamin qui sait pas encore trop bien marcher. Et le médecin lui fait des analyses, lui fait des radios et tout ça. Et Terry Funk, il demande au médecin, est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre sans douleur? Et le médecin lui dit, mais vous vivez déjà pas sans douleur, mec. Quand je regarde vos analyses, vous vous êtes foutu. Qu'est-ce que vous me racontez là? Ah, mais moi je me rends pas compte parce qu'en fait, il a plus de trucs dans les genoux, il a de cartilage, il a plus rien, le gars. C'est juste le haut de sa jambe et le bas de sa jambe qui tiennent ensemble, mais entre, il y a plus de genoux. Et le gars, il demande gentiment au médecin, mais est-ce que vous croyez que je vais pouvoir continuer à vivre sans avoir mal? Mais gars, t'as déjà mal là, c'est foutu. Arrête. Et donc c'est moonsault et tout ça, mais dans Beyond the Mat, on voit les moonsaults et on voit, il y a le plan sur sa femme et sa fille qui sont dans le public Mhm. et qui se disent, oh purée, papa, ou mon chéri, qu'est-ce que tu fais, quoi. Ah non, mais pour sa femme et sa fille, ce match devait être inimaginablement horrible parce que à 53 ans, prendre une fessée comme ça, c'est vraiment très très rare. Sandman et Terry Funk se retrouvent donc face à face. Au final, Terry Funk bat Sandman avec ce second moonsault, cette tentative de moonsault. Et là, Raven, il attend pas. Directement, l'entrée de Raven, il arrive sur le ring, il veut enchaîner avec le match, il est prêt. Et forcément, ça énerve Tommy Dreamer, parce que pendant ce temps, Tommy Dreamer doit regarder tout ça de la table des commentateurs. Tommy Dreamer, honnêtement, qui je trouve n'a pas fait un super taf lors de Barely Legal à la table des commentateurs. Il a du mal à ce moment-là à faire passer des émotions. C'est encore très très... Là, il est très, entre guillemets, jeune ouais. pour ce genre d'expérience, parce qu'il deviendra plutôt une très bonne promo après. Ce sera jamais le plus grand parleur de l'histoire, mais là, ce sont vraiment presque pas ses débuts, parce que ça fait longtemps. Et puis l'histoire de Terry Funk à la ECW est très intéressante aussi, parce qu'au début, il était gentil, babyface, clean. Le public le détestait. Et puis un jour, il va prendre une raclée, je crois, du Sandman d'ailleurs, avec le Le kendo stick. Singapour Kane match, ouais. Et il va se faire frapper. C'était en référence à l'époque où un Américain avait été arrêté à Singapour et ça avait fait un grand scandale parce qu'il avait été condamné à recevoir, je crois, 50 coups de canne, de kendo stick. Et c'est pour ça qu'à la ECW, on appelle les Sinai, comme le dit si bien Marc Chavet, c'est le vrai nom de ces kendo sticks, des Singapore Cane, en référence Ouais. à Singapour, où là-bas, vous pouvez encore être condamné à recevoir des coups de canne. Et à partir de cet angle-là, Tommy Dreamer va devenir un dur à cuire un peu, et puis plus tard l'inventeur de violence, parce qu'il va inventer de nouvelles façons avec des chaises et tout ça de se battre. Puis il y aura sa légendaire feud contre Raven. Bref, mais à ce moment-là, il n'était pas encore totalement habitué à prendre des micros, à commenter. Il n'était pas aussi Non. sûr de lui qu'il le Ça se deviendra sent, plus ouais. tard. Ça se sent clairement. Donc il observe le match et il nous précise, écoutez, parce que les gens se demandent au bout d'un moment, mais pourquoi tu interviens pas à ce moment-là? Bah, il est ton mon mentor si tu te plains tellement en commentaire. Mais vous pouvez pas comprendre, Terry Funk m'a demandé. Il m'a demandé de promettre de ne pas intervenir, etc. Jusqu'au bout d'un moment où, alors que Raven est dans le ring avec Terry Funk, on a le Ravens Flock qui fait son entrée, qui intervient. À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Il y a une catcheuse qui était très connue à la All Japan qui fait son entrée sur le ring, Bah qui écoute, moi, porte. même sur le DVD, j'ai du mal à... Parce que à l'époque où je l'ai commenté, le DVD,
son nom n'était nulle part. Et je crois que Joey Styles lui-même ne donne pas son nom. Ou alors peut-être une fois et c'est très dur à comprendre. Alors attends, je l'avais retrouvé hier soir et je l'ai normalement. Reggie Bennett. Reggie Bennett, en fait, qui intervient à ce moment-là, donc lors du main event. C'était une très grande star apparemment du côté de la All Japan Women Pro Wrestling. Je vous avoue que moi je regarde pas forcément le Joshi, je ne suis pas plus que ça, mais en tout cas apparemment auprès de quelques fans vraiment insider, elle devait être connue. Elle intervient à ce moment-là dans le ring et elle porte un powerbomb à Terry Funk qui en plus se passe très mal parce que Terry Funk ne touche pas le ring quand elle retombe, il retombe directement sur elle en fait. Je pense qu'il était trop lourd en fait pour elle, tu vois, Terry Funk. Derrière, là, Tommy Dreamer, il en peut plus, il se lève, il commence à confronter Raven dans le ring, enfin à distance bien entendu, parce que Tommy Dreamer est à la table des commentateurs qui est en hauteur. Et là, on voit le Ravens Flock qui commence à placer des tables juste en dessous de Tommy Dreamer. Plusieurs tables comme ça, ils font une espèce de montagne, on se demande ce qui se passe, et d'un coup, on peut voir Big Dick Dudley, qui apparemment dans la storyline était en prison pendant quelques mois. Il effectue son retour pour attaquer Tommy Dreamer par derrière. Mais Tommy Dreamer ne se laisse pas. Pardon. Tommy Dreamer ne se laisse pas faire. Tommy Dreamer reprend l'avantage et là il porte le pire chokeslam de tous les temps à Big Dick Dudley à travers la Qui, montagne de dé- table. qui décolle pas de 2 C'est pas un centimètres. chokeslam, c'est pas un chokeslam. Bah, c'est-à-dire qu'il lui tient le coup quand même, quoi. Mais c'est tout. Voilà. Big Dick Dudley décolle pas et tombe à travers les tables. Et le pire, c'est que c'est une des images les plus mythiques Oui. de l'histoire de la ECW. Ils vont l'utiliser dans nombreux de leurs génériques. Mais c'est vrai qu'il est moche, horrible et très déceptif. Oui, donc voilà, en tout cas, c'était une image marquante quand même. Les fans qui pop énormément, les fans ils adorent. Si tu passes à travers une table, ça c'est Ouais. bon. Bah, à l'époque, c'était pas fréquent. Ouais. Après, on va nous dégoûter de tout ça parce qu'il va y avoir des tables pétées toutes les semaines, avec notamment comment ils s'appelaient, les Public Public Enemy. Enemy, qui à l'époque, avant Barley Legal, les quelques années avant, avaient été le visage de la ECW, justement avec ces spots de table. Et puis ils iront à la WCW et tous les nitros, il y aura un spot de table. Puis la Mhm. WWE va commencer à faire pareil, avec les Dudley Boys par exemple, mais avant aussi. Et puis finalement, on va trop en voir. Mais à la ECW, à ce moment-là, c'était encore chaud. Une table, c'était incroyable. Deux tables, c'est toute purée. Et là, il y en a trois, je crois. Donc c'est oh, oh, oh. Exactement. Donc les fans pop, Tommy Dreamer descend, il intervient finalement lors du match, il prend le dessus sur Raven, il lui porte un DDT, et derrière, Terry Funk couvre Raven pour devenir champion ECW en 1997 à 53 ans. Ah bah, explosion de joie dans le public. Moi, je pense que je savais. Donc, je connaissais le résultat de ce match, donc j'étais pas comme un fou. Ok. Et par contre, j'avais effectivement bien apprécié ce match parce qu'encore une fois, pour l'époque, c'était dingue. C'était des choses que tu ne voyais nulle part ailleurs. Ce partage en vrille total, des interventions dans tous les sens. Et c'est vrai que Terry Funk, en plus, il pisse le sang. Ça se termine avec Funk et Dreamer dans le public, avec Funk qui dit à sa femme We did it, un petit peu à la Rocky Balboa, Adrienne, on l'a fait, quoi. Et explosion de joie. Alors, la légende, je ne sais pas si c'est vrai, mais veut que ça coupe au niveau du satellite, l'émission s'arrête et quelques secondes plus tard, extinction des lumières, les plombs sautent dans la ECW Arena. Et à quelques minutes près, s'ils avaient fait durer le main event 3-4 minutes de plus, le show se serait terminé dans le noir le plus total. Je sais pas si c'est vrai, si ça s'est vraiment passé comme ça, mais bon, en tout cas, c'est ce qui se raconte depuis. Mais en tout cas, c'est un gros bazar. C'est techniquement pas bon, mais l'histoire est incroyablement bien racontée. On nous vend Terry Funk du début jusqu'à la fin du show comme ce vieux monsieur fini. Et c'était un peu ce qu'il était. Eh ben, il va chercher ce dernier titre comme ce vieux cow-boy qui refuse d'arrêter alors que son corps lui dit d'arrêter, alors qu'il n'est plus en bonne santé. Et la joie du public, enfin, ouais, ça reste un moment mythique de la fin des années 90. Ouais, parce que ça permet de lancer la ECW, on va dire, grâce à leur premier pay-per-view. Un pay-per-view qui, au final, apparemment, a fait à peu près 100 000 achats, d'après ce que j'ai pu voir hier soir, aux alentours de 100 000. Donc, c'est quand même pas mal du tout, je veux dire, pour un premier pay-per-view. Sachant qu'il était à 20 dollars, ça fait 2 petits millions de dollars dans la poche de la ECW à ce moment-là. Moi, je sais que quand j'ai lu ça hier soir, je me suis dit, attends, là, ils reçoivent 2 millions, rien qu'avec les droits de pay-per-view. Bien entendu, après, enfin, il y a des choses à payer.
Mais le show que t'as fait là, il coûte pas 2 millions, Barely Non, Legal, tu vois. Donc, mais comment oui. t'as fait, Polly? Comment t'as fait pour gâcher tout cet argent au bout d'un moment si t'arrivais à... Ouais, Après, bah voilà. après, tu vas quand même, tu vas voir les shows suivants. Les shows coûteront déjà plus cher. Ils vont Bien louer des sûr. salles beaucoup plus prestigieuses, non, mais plus grandes. Ils vont se déplacer dans des villes un petit peu plus grandes, d'autres marchés, où ils vont quand même remplir. Après, je sais pas combien vont faire les achats des autres pay-per-view. On rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que pay-per-view, ça veut dire tout simplement paye pour voir. Et c'est un moyen de visionnage extrêmement plébiscité, populaire aux États-Unis. Ça n'existe quasiment pas chez nous, ça existe, hein, mais c'est très peu usité en France, mais aux États-Unis, notamment grâce à la WWE dans les années 80, c'est quelque chose qui a explosé. Et jusque il y a encore quelques années, c'était quelque chose qui fonctionnait très très bien. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça marchait avant, mais l'UFC est revenu tout doucement avec ESPN Plus, où tu payes un abonnement pour avoir un peu comme le network version UFC, mais si tu veux le gros show UFC Mhm. du mois, il faut que tu le payes à la séance. Et voilà, à l'époque, c'était à la fin des années 90, le pay-per-view, c'était le nirvana pour les fédérations de catch. Ceux qui y arrivaient pouvaient dire on y est arrivé. C'est d'ailleurs comme ça que Paul Heyman balancera comment dire, son discours dans le show. Euh, on est tous, because you all made it to the dance, because believe me, this is the dance. C'est comme ça qu'il termine son discours de motivation au début, parce qu'effectivement, être en pay-per-view, ça veut dire c'est bon, on y est arrivé, quoi qu'il arrive. Le speech de Paul Heyman est à voir dans les coulisses vraiment parce que quand tu le regardes, moi je me souviens qu'il y a quelques années, quand je regardais ça, je me disais, c'est un patron comme ça que je veux. Si tu dois bosser pour quelqu'un, bah, c'est quelqu'un de comme ça en fait que tu veux, même si malheureusement il avait ses mauvais côtés derrière. Bah, oui, c'est-à-dire que tu préfères un patron qui te paye. Voilà, C'est j'allais quand même dire. vachement. Est-ce que tu préfères pas voilà, des beaux discours ou un patron qui te file de la thune? Je Ben, pense que tu prendras souvent le second. il faut les deux, on va dire, il faut les deux. Puis Heyman, voilà, il essayait de payer ce qu'il pouvait. Il payait pas tout le monde, mais en tout cas, cette manière de manager de Paul Heyman était vraiment très très bonne. Il savait comment gérer les êtres humains, ce que malheureusement parfois on oublie de nos jours dans les entreprises. Certes, il y a le côté argent, il y a le côté paye, mais il y a également le côté management. Et Paul Heyman était un génie à ce niveau-là. Donc voilà, Paul Heyman qui a vraiment su comment booker cette première carte parce qu'il fallait un gros nom pour pouvoir lancer la ECW aux yeux des gens qui les connaissaient peut-être pas forcément, mais qui connaissaient Oui, le nom de Terry Funk depuis 20 ans, depuis 30 ans dans le monde du catch. Petit, comment dire, petit comparatif, c'est pas la même histoire, mais par contre Chris Jericho a plus ou moins aujourd'hui ce rôle à la AEW et c'était plus ou moins le rôle qu'il avait lors des premiers pay-per-view. Le fait de lui donner le titre, etc. à la AEW, c'était parce que Jericho était une star depuis 30 ans dans le monde du catch. Il pouvait amener des yeux sur la fédération, il pouvait vendre du pay-per-view et également surtout donner ensuite de la crédibilité aux autres une fois qu'il perdra le titre. C'est ce que Terry Funk a fait à ce moment-là à la ECW dans les années 90. oui, c'est exactement ce que fera Hogan avec la WCW pour offrir une nouvelle jeunesse, même si Hogan était loin d'être un genou, mais la WCW était connue pour être plutôt dans les États du Sud, avec Ric Flair, avec Terry Funk, avec les Four Horsemen, avec Dusty Rhodes. Et en 94, je crois, il signe Hulk Hogan. Et c'est là que les yeux vont commencer à se tourner vers la WCW parce que pour le grand public, Hulk Hogan, c'est le plus grand catcheur de tous les temps. Donc là où il est, c'est que ça doit être la meilleure fédération de tous les temps. Terry Mhm. Funk n'avait évidemment pas cette puissance médiatique, mais dans le monde du catch, ça suffisait quand même à faire 100 000 ventes. C'est pas non plus gigantesque, hein, mais pour la ECW, qui, rappelons-le, était vraiment une fédération diffusée au plein milieu de la nuit, dans des toutes petites chaînes du câble que très peu de personnes regardaient, c'est, comme l'a dit Ali tout à l'heure, à 20 dollars l'achat, c'était quelque chose d'exceptionnel. Yes, donc respect à la ECW. Derrière, ça va nous lancer environ 4 années. 4 années magnifiques avec la ECW jusqu'en 2001, où malheureusement tout ça prendra fin. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler d'autres grands moments de la ECW lors de prochains épisodes de La Cloche ou de La Clochette, parce que il y a énormément de choses à dire lors de ces 4 prochaines années, sachant que, comme tu l'as dit, la ECW va au final créer plein de catcheurs qui par la suite termineront à la WCW ou à la WWE. Donc c'est toujours assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils sont démarrés, on va dire, du côté de la ECW. Alors maintenant, la question, c'est on enchaîne avec quoi? À la WCW, franchement,
il y a quelques moments que j'ai en tête, comme ça, je me dis pourquoi pas peut-être Bash at the Beach avec la formation de la NWO, ou pourquoi Hmm. pas. Ça, ce serait quelque chose que j'ai en tête. Je sais que moi, c'est un match que j'ai jamais regardé en entier. Par exemple, le Ah main bon? event. Ah, le main event de Bash at the Beach, je l'ai jamais regardé en entier. Je regarde toujours juste la fin, tu vois. Donc, Ah, pourquoi moi, pas. je l'ai commenté quelques fois sur plusieurs DVD différents. Et Ok. puis le show en entier est gigantesque. Il y a du très bon cruiserweight. Et j'ai pas tous les matchs en tête, mais comme beaucoup à l'époque, il y a 3 matchs au moins qui méritent d'être vus. Bah, ça Je pourrais. m'intéresse très bien de faire, pourquoi pas, peut-être Bash at the Beach pour les deux prochaines, si ça t'intéresse, si ça te motive. Bah oui, moi je suis pas contre, hein. C'est une période que j'apprécie énormément. Et puis, comme dit, j'ai encore beaucoup de souvenirs de l'époque, donc j'aurai comme d'habitude beaucoup de choses à dire pour faire ma science, quoi. Ah, juste la science. Parfait, bah écoutez, je pense qu'on va partir sur ça parce que ça nous permet de parler d'un autre fait vraiment marquant du monde du catch. Et en plus, là, la NWO, Christophe est des méga fans, j'étais méga fan, donc forcément, ça va être un plaisir. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas quand même à donner d'autres suggestions dans les Oui, alors, commentaires. je voudrais préciser, beaucoup aussi ont proposé Hogan contre le Rock. Non. Je vous le dis tout de Ah, suite, avec tout l'amour que je vous porte, non. Je l'ai commenté 60 fois ce match, j'en peux plus. Je l'ai trop vu. Ça me gâche le plaisir parce que au bout d'un moment, tu ne vois plus que les botches et ils ouais. sont quand même assez nombreux. Évidemment, quand on regarde le match une ou deux fois dans sa vie, bon, bah, c'est pas grave, on retient surtout l'ambiance. Mais moi, l'ambiance, ça y est, je passe au-dessus et je ne vois plus que les projections foireuses, les moments lents, enfin voilà. Donc ce match-là, avec tout l'amour que je lui porte, hein, parce que je trouve qu'effectivement c'est un des plus beaux matchs de l'histoire de WrestleMania pour son ambiance et tout ce que ça a impliqué derrière, le run d'Hulk Hogan et le passage de témoin avec le Rock et tout ça. Oui, mais voilà, je n'ai plus envie de le regarder. Je l'ai trop regardé, trop commenté. Ok. Oui, parce que c'est vrai que je t'avais proposé aussi, mais tu m'avais dit, ouais, non, trop commenté. Moi, c'est vrai que ça fait partie de mes matchs, de mon top 5 de mes matchs, je le mets souvent dans le top 5. Faudra peut-être qu'on se fasse ça parfois de certains de nos matchs préférés. Moi, je sais qu'il y a un match dont je parle souvent, c'est Kenta Kobashi contre Samoa Joe, parce que ça fait partie de mes 3 matchs préférés, je pense, de l'histoire. Mais peu de fans ont vu ce match, donc ce serait peut-être bien un jour de. C'est un des matchs, moi, qui m'avait le plus marqué à l'époque, Bien parce que sûr. ces deux gars-là étaient dieux. Il y avait le dieu des États-Unis au niveau heavyweight contre le dieu mondial, en fait, à ce moment-là, intergalactique, qui était Kenta Kobashi. Donc, on vous prépare une petite liste. N'hésitez pas encore une fois à nous donner des suggestions dans les commentaires. Et comme d'habitude, bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Christophe, merci encore une fois pour tout. De rien, mon cher Ali. Merci à toi. Merci à vous de votre fidélité, les quelques 150 qui restent encore. Merci à vous. Hein. Bientôt, je vais devoir revendre mon appart parce que j'avais investi tellement, ça se voit au niveau qualitatif, la lumière, tout ça, micro-casque à 30 000. Mais comme les vues baissent encore plus vite, j'allais dire un truc sale, donc je vais plutôt parler de ma vue à moi, encore plus vite que ma vue à moi. Bah, je vais bientôt être ruiné. Donc merci en tout cas pour votre fidélité. Et effectivement, n'hésitez pas à nous proposer des matchs, mais pas Hogan contre le Rock. Et puis, soyez attentifs car très vite arrive un nouveau rendez-vous sur l'univers d'Ajus en compagnie de Ishtu et de Yann Colby de la clinique. Mais en attendant, mon cher Ali, je vous remercie, je vous dis au revoir. Et comme chaque semaine, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut.